Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à tous et à tous et bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Nous sommes le jeudi 30 janvier et bonjour à vous Jessica Berthaud. Bonjour. Vous êtes journaliste pour M6, vous avez réalisé un reportage qu'on va pouvoir voir dans Capital. C'est un Capital qui est consacré à notre santé, le coût de la santé en France. Médecins, ils vous soignent, mais à quel prix? On va en parler avec vous dans un instant. Et puis à 10h30, nous aurons la gagnante de la Starac qui sera avec nous, Marine. Et oui, vous chantez Jessica? Un petit peu, très mal. Qu'est-ce qui vous a surpris dans toute cette enquête sur la santé? C'est une enquête importante pour Capital. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas? Oui, alors ce qui nous a surpris en premier lieu, c'est que nous, on sait évidemment qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver encore des rendez-vous médicaux. Ça, l'attente qui peut, chez les spécialistes, voilà, on le savait déjà. Donc ça peut être des fois 3 mois, 6 mois d'attente, voire parfois même 1 an pour certains spécialistes. Ce qui nous a un petit peu révolté dans cette enquête, c'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait certains spécialistes qui, au-delà d'être en situation de vont se concentrer sur certains actes qui ne sont pas forcément des actes médicaux. Genre les dermatologues, on se rend compte que pour trouver un rendez-vous... De plus en plus de médecine esthétique. Exactement, beaucoup de rendez-vous esthétiques, et c'est vrai qu'on a voulu faire le test avec Julia Galland, qui est la co-réalisatrice du reportage. On se rend compte que certains rendez-vous, on appelle à 5 minutes d'intervalle pour un motif différent, et vous avez effectivement parfois même 1 an d'attente pour un rendez-vous médical contre 10 jours pour de l'esthétique. Donc ça, c'est quand même très flagrant. On s'attendait pas à avoir de tels, traitements, de quelle disparité. Oui, ça concerne principalement les dermatos, effectivement, qui et on a du mal à avoir des rendez-vous chez ces spécialistes. Et puis il y a les tarifs dont on va parler avec vous dans un instant. Plus surprenant, puisqu'on a vu le sujet, c'est surtout aussi les hôpitaux qui font ces pratiques-là, c'est-à-dire les hôpitaux de l'assistance publique. Ouais. C'est ça le plus choquant. Voilà, le plus choquant. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a l'activité privée à l'hôpital qui est autorisée, mais ce qu'on a découvert au-delà de cette activité privée, c'est que ça peut justement engendrer des inégalités, des déséquilibres total entre patients. Effectivement. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, même si on est hélas habitué aux images d'inondations, on est toujours choqué de voir les dégâts des rivières qui débordent, comme à Redon. Des crues qui n'en finissent pas de monter, ça continue de monter à Redon. Après Eowyn et Herminia, vous savez, les dépressions. Il y a Ivo maintenant qui amène son lot de fortes pluies, risquant d'aggraver les inondations en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Hier, toutes les chaînes étaient sur place en édition spéciale, comme le 20h de France 2. À la tombée du jour, la rivière la Vilaine déborde toujours et gagne du terrain sur Redon. Des quartiers résidentiels entiers ont été évacués, plongés dans le silence. Cet habitant revient chez lui sauver quelques affaires, car l'eau va continuer de monter toute la nuit. On se dit où ça va s'arrêter, quoi. Là, j'angoisse un peu pour tout ce qui est meuble, parce que ça va être foutu, les canapés, il y a 2-3 canapés, ça va être pourri. Ce matin, en quelques heures, l'eau a envahi les rues, remontant même par les bouches d'égout, à une vitesse qui a surpris tous les habitants. La marque est sur l'angle du mur là-bas, c'est la dernière montée de crue de 95 qui avait inondé la rue. Et donc une grande partie de toutes les habitations et commerces. Et là on nous dit que ça va être plus haut que 95. Donc on va devoir vivre des choses qu'on n'a encore jamais vécues. Et comme le faisait remarquer ce matin Jean-Jacques Bourdin, une fois les télépartis, ils vont laisser les maisons avec des moisissures, avec des murs remplis d'eau. Et c'est là où il faudrait que les médias soient là. Et c'était un peu le coup de gueule ce matin de Jean-Jacques Bourdin. Valérie, est-ce que vous avez regardé Canal+ hier? Oui, le multiplex. Non, je ne l'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler. Combien il y avait de matchs d'après vous en simultané? Il y avait 18 matchs, 18 lives, 36 équipes, un but tous les 2 minutes pour un multiplex géant de la Ligue des Champions. C'était du jamais eu pour Canal+. Moi, j'ai regardé, c'était fascinant. C'était un grand zapping de buts quand même. Et puis, on a suivi avec attention le match de Brest contre les géants du Real de Madrid. Bon, ils ont perdu, mais avant le match, Brest était heureux d'aller combattre contre Goliath. On a vu les supporters dans cet avou qui étaient heureux d'affronter le Real de Madrid.
Historique. Ça fait plaisir de voir que cette équipe qui n'a pas les moyens des grandes équipes fait mieux. Ça va être difficile, hein, parce qu'il y a Mbappé qui sera dans l'équipe d'en face. Jamais rien n'est acquis qu'à la dernière seconde quand l'arbitre siffle. Aucun joueur madrilène ne connaissait ni la région. Roudourou, il pensait que c'était le nom d'un chien. Tout le monde disait qu'on n'allait pas faire grand-chose en Ligue des Champions. Brest n'a pas la pression. Quel que soit le résultat de ce soir, c'est une aventure merveilleuse. Allez Brest! C'était vraiment formidable. En tout cas, c'était une vraie réussite pour ce multiplex de la Ligue des Champions. Valérie, si je vous dis DeepSeek, est-ce que ça vous parle ? Mais oui, c'est la nouvelle IA chinoise. Qui a fait tomber la bourse hier de Wall Street. Eh bien, retenez bien ce nom. DeepSeek, c'est l'intelligence artificielle chinoise. Alors, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'articles et autres, mais vous allez voir, c'est le concurrent donc de ChatGPT. Et la rédaction de France 2 a été très maligne parce qu'ils ont pris un autre axe. Ils ont simplement testé cette version chinoise. Ah oui. Par exemple, ils ont demandé de faire un résumé des Ouïghours. Nous avons voulu le tester avec d'abord une question simple. Quel est le feuilleton phare de France Télévisions ? Réponse détaillée, Plus belle la vie, puis Un si grand soleil. Bien vu. Nous tentons ensuite une question sur la taille du président chinois. Et là, parlons d'autre chose, nous dit-il en anglais. Quant à la question sensible de la minorité ouïghour, persécutée en Chine selon les ONG, que peut-il en dire ? Il a bien répondu, une réponse plutôt correcte, même assez complète, mais que j'ai à peine eu le temps de lire, et c'est supprimé tout de suite. Sur les questions polémiques en Chine, DeepSeek est du genre taiseux. Mais pour le reste, est-il aussi efficace que ChatGPT ? Les chercheurs ont soumis aux 2 robots conversationnels des milliers de questions mathématiques, économiques, philosophiques. Globalement, c'est match nul. À première vue, il fonctionne de la même manière. Voilà, donc il n'y a pas de sujet ? Non, ça marche bien, mais ça fait peur aux États-Unis d'avoir un gros concurrent de ChatGPT. Vous utilisez l'intelligence artificielle dans la rédaction Oui, alors notamment pour résumer certains rapports, ça nous arrive de le faire. Enfin, moi je le fais personnellement. Après, je ne vais pas parler au nom de toute la rédaction, mais je peux le faire. Et effectivement, quand vous avez des rapports de 50, 150 pages, effectivement, ça peut aussi aider. Et ensuite, vous revérifiez avec des contrôles F. Vous prenez un rapport de la santé, par exemple, sorti du ministère. Ou de la Cour des comptes, et on commence j'avais pas pensé à ça. Mais beaucoup de journalistes, nous on a un journaliste ici aussi qui m'expliquait comment il fonctionnait avec l'intelligence artificielle, en demandant des corrections et en demandant pourquoi ces corrections. C'est-à-dire qu'il faut savoir l'utiliser de façon intelligente, bien évidemment. Mais c'est un outil qui est devenu important et qui permet d'avancer pour les journalistes. Je pense que ça va être incontournable dans les années à venir, oui. Eh ben, vous pourrez essayer DeepSeek maintenant et comparer avec ChatGPT. Un parfait inconnu, ça vous parle, Valérie ? Je vous teste ce matin. Oui. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. C'est un biopic sans fausse note sur Bob Dylan, qui est sorti hier avec Timothée Chalamet, en état de grâce, titrait. Je sature un peu perso, mais. Alors, le Parisien titrait en état de grâce, en précisant que la réalisation du film sorti sur les écrans hier avait été confiée à James Mangold. Alors c'est le familier des grosses productions de Marvel, de Wolverine et même le dernier Indiana Jones, c'est lui. Timothée Chalamet, évidemment, qui parle de Dylan, qui était une personne engagée, comme le racontait Pierre Lescure dans C'est à vous. Comme le racontait... j'ai un petit souci de mon texte, c'est pour ça. D'habitude, vous écrivez à la main, et je vois que c'est écrit, et que là, c'est tapé, c'est très étrange, parce que vous faites... du coup, je me perds, en fait, parce que je me perds. Et donc, comme le disait Pierre Lescure. Non, pas Pierre Lescure, Yves Bigot, qui était interrogé sur les engagements dans C'est à vous. Mes excuses pour ce petit cafouillage. Très souvent, les reporters de Rolling Stone veulent lui faire commenter un peu l'actualité, comment il se situe. On sait qu'il est démocrate, on sait qu'il était très ami avec le président Jimmy Carter, on sait qu'il a beaucoup soutenu Obama. Personne ne sait ce qu'il pense de Trump. On pense qu'on sait, mais je pense qu'il ne le dira pas. Justement parce qu'il dit... Dans la Bible, il n'est pas question de droite ou de gauche. Il est question du bien et du mal, de l'honnêteté et de l'hypocrisie. Il ne veut jamais s'impliquer en fait dans le quotidien, dans le banal. C'est en ça qu'il rejoint justement la tradition d'Homère, de Shakespeare, c'est-à-dire il travaille pour le temps géologique et pas pour l'actualité.
Et les biopics n'en finissent pas d'envahir nos écrans. Aznavour, on sait que c'est un rhyme qui chantait. Ben là aussi, c'est Timothée Chalamet qui chante lui-même. Ouais. Qui chante lui-même. Et c'est mon son numéro 5, mon son musique. Et vous allez voir, c'est bluffant. Once upon a time, you're just so fine. Through the bums of dime in your prime. Then you. People call, say, beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? Ouais, ça vous plaît, hein? Ouais, c'est bien, non? C'est bien. Est-ce qu'il y a eu de l'intelligence artificielle? Ah, je ne sais pas ça, je ne suis pas enquêté. Non, je crois qu'il a raconté qu'il s'était beaucoup entraîné. Mais c'est la même voix, hein, c'est assez impressionnant, je trouve. Non, bon. Si. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de notre santé, le coût de la santé en France. C'est un numéro de Capital à ne pas manquer, dimanche à 21h10. Et on est avec Jessica Berthaud qui a réalisé un reportage sur le prix des consultations. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jessica Berthaud. Vous êtes journaliste. Vous avez réalisé un reportage sur le coût de notre santé. D'abord, le coût de la santé, c'est le titre de la thématique de Capital dimanche prochain. Médecin, il vous soigne, mais à quel prix? Je vois des auditeurs qui ironisent en disant vous découvrez ça, vous découvrez que ça coûte cher. Non, on découvre pas. Mais néanmoins, vous avez fait une enquête qui met très clairement en exergue certains dérapages et certaines anomalies. On l'a évoqué tout à l'heure avec l'hôpital public, qui a des consultations privées, des consultations privées en soi, c'est normal, mais une médecine à deux vitesses et des prix de consultation qui s'envolent chez les spécialistes. Oui, aujourd'hui en France, on a près de un spécialiste sur 2 qui pratique des dépassements d'honoraires. Donc, c'est-à-dire qu'en plus du prix de la consultation, vous devez parfois rajouter 15, 20, 30 euros, voire parfois beaucoup plus. Et on sait que dans les années 2000, c'était seulement 37%. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même eu aujourd'hui un énorme gap entre les deux. Et on se pose la question, on s'interroge, on se dit pour quelles raisons? C'est un constat, effectivement, aujourd'hui, qui pénalise certaines parties de la population qui soit n'ont pas de mutuelle. Il y a quand même 5 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas de mutuelle. Soit ceux qui ont effectivement des mutuelles qui ne permettent pas de couvrir ces dépassements d'honoraires. Et donc, on a filmé notamment un couple où le monsieur qui a une consultation à 55 euros chez l'ophtalmo au lieu de à peu près 31,50 euros, enfin 31,50 euros, et qui doit payer de sa poche 27,40 euros. Donc, si vous voulez, ces restes à charge-là s'accumulent. Et à la fin de l'année, aujourd'hui, c'est près de 250 euros de restes à charge pour les Français, juste pour la santé. Et ce qu'il nous explique bien, c'est que c'est devenu pour certains un luxe. Il y a des soins qu'on retarde. Il y a quand même 1 Français sur 4 aujourd'hui qui repousse certains soins faute de moyens. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu commencer l'enquête avec Julia Galland. Alors, une question naïve. À qui la faute? Est-ce le médecin qui se fait payer trop cher, les mutuelles qui remboursent pas assez ou la sécurité sociale qui rembourse pas assez? Finalement, il y a 3 acteurs. Quel acteur joue pas son rôle? Alors aujourd'hui, plutôt que de pointer sur un acteur, c'est quelque chose qui est systémique. Concrètement, on est allé voir un pédiatre qui est en secteur 2 pour essayer de comprendre ses frais, ses charges. Pour quelles raisons est-ce qu'aujourd'hui, il va facturer une consultation plus chère que le tarif de la sécurité sociale? Aujourd'hui, ce qu'il nous dit, et c'est le cas pour beaucoup de médecins spécialistes en France, c'est qu'avec effectivement une consultation au tarif de la sécurité sociale, il gagnerait 3 fois moins en salaire. Donc, à temps plein, il nous explique que ce serait, on va dire en secteur 1, 2 000 euros, contre eux, en secteur 2, 6 000 euros. Ils ont quand même fait 12 ans d'études. Donc, ça, c'est une vraie réalité qui est aujourd'hui effectivement palpable chez beaucoup de médecins spécialistes qui vous disent on ne s'en sort plus. Donc, ça, c'est une réalité qu'on a voulu montrer. On a notamment essayer de voir avec lui le décryptage économique, comment il pourrait s'en sortir autrement. Et puis ensuite, effectivement, il y a aussi des médecins qui abusent, et ça, il faut le dire. Et c'est ce qu'on a démontré dans cette enquête, c'est qu'il y a des médecins qui, aujourd'hui, pour faire du profit, ça c'est une réalité, vont choisir, trier les patients en fonction de leur degré de rentabilité. Donc concrètement, on parlait des dermatologues tout à l'heure, il y en a d'autres. Et la question, c'est pas combien un médecin peut toucher en France. Aujourd'hui, un médecin en moyenne spécialiste, c'est 122 000 euros par an. Donc c'est déjà bien, et on voit que certains vont effectivement proposer des consultations privées à l'hôpital pour toucher plus, et là où ça commence à être compliqué, c'est quand on voit que ça crée un système inégalitaire entre patients, parce qu'on paye
on va passer plus vite. On va être soigné plus vite, pas forcément mieux d'ailleurs. Exactement. Mais en tout cas plus vite. Le Conseil de l'Ordre, vous les avez interrogés? Oui, bien évidemment. Alors on va nous dire que c'est légal, c'est encadré. Là, on parle des consultations privées à l'hôpital, par exemple. C'est pour éviter que les médecins, à l'origine, tentaient de gagner plus, partent dans le privé. Sauf que effectivement, on peut pas changer la loi. C'est ce que tout le monde nous dit. On peut pas changer la loi, c'est légal, etc. Ouais. C'est une minorité aussi. Effectivement, c'est pas tous les médecins. Il y a à la PHP, par exemple, c'est 5,6% des médecins éligibles qui le font. C'est beaucoup quand même, 5% du service public. 5,6% des praticiens éligibles à l'hôpital public. Donc finalement, c'est une minorité, mais les dérives, elles, sont loin d'être minoritaires. La dermatologie est le secteur qui est le plus impacté par ces dérives et par effectivement cette course à la rentabilité. Oui, évidemment, une injection de Botox, c'est beaucoup plus rentable que de faire un dépistage de grains de beauté. Oui, effectivement, ça c'est d'ailleurs comme ça qu'a débuté l'enquête. Hélène Mangerdi, la rédactrice en chef de l'émission, nous a tout de suite parlé de ça, parce qu'elle-même est confrontée à ce problème au quotidien. Elle a des grains de beauté. Non, comme beaucoup de Français d'ailleurs, elle a des grains de beauté qu'il faut contrôler, surveiller, parce que ça peut donner lieu effectivement à des cancers de la peau, et donc c'est un vrai sujet. C'est pas juste c'est une lubie, on a envie de faire contrôler ses grains de beauté. Il y a des personnes aujourd'hui en France qui doivent être suivies régulièrement. Il y a des campagnes qui régulièrement. Exactement. Vous n'avez pas essayé de prendre rendez-vous pour du Botox et de dire non, c'est pour c'est ce qu'on a fait. Moi, Julia Galland qui est dans le reportage, elle est allée justement essayer de contrecarrer ce système-là, et donc effectivement la dermatologue la reçoit. Donc effectivement elle semble un peu contrariée, et là elle lui dit écoutez, puisque vous êtes là, je vais quand même vous examiner. En revanche, elle va payer le prix fort, c'est-à-dire le prix de la consultation esthétique à 60 € au lieu de 31,50 €. Scandaleux. Est-ce que absolument scandaleux. Oui, je pense que votre sujet va faire du bruit. C'est diffusé dimanche. Est-ce que ça a changé quelque chose qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes salarié, vous êtes obligé, l'entreprise est obligée de vous offrir une mutuelle? Est-ce que ça a changé la donne ou pas du tout? Alors nous, on s'est pas penché sur les mutuelles dans le reportage, parce que on sait aujourd'hui effectivement qu'il y a 5 millions de personnes qui sont sans mutuelle, mais ça peut quand même permettre d'avoir une couverture un peu plus importante. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la couverture mutuelle diffère vraiment en fonction de la cotisation que vous payez chaque mois. Le retraité qu'on filme au début du reportage, il paye quand même sa mutuelle 110 € par mois, et il a quand même 27,40 € à sortir de sa poche. Donc si vous voulez, c'est que ça dépend aussi. Les personnes les plus effectivement fragilisées vont peut-être ne pas avoir les moyens en fait de payer une mutuelle trop importante et trop chère. Et en fait, on paye une mutuelle qui n'est pas qui ne couvre pas à 100%. Est-ce qu'à la fin de votre sujet, vous vous êtes dit, on est dans un système fait que pour les riches, notre système de santé, il est dévoyé? Alors, on a découvert effectivement qu'il y a certains dérapages. Il y a effectivement un système de santé à 2 vitesses en France. Après, je vais mesurer un petit peu le propos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un problème très grave à l'hôpital, que vous avez besoin d'aller aux urgences, vous allez être pris en charge. Je veux dire, on n'est pas aux États-Unis, on va pas vous demander votre mutuelle avant de vous soigner. Ça, c'est un fait. Par contre, pour tout ce qui est effectivement des opérations qu'on peut un tout petit peu repousser, mais qui ont des conséquences sur votre santé, on a d'ailleurs un docteur qui témoigne en caméra ouverte sur ce problème-là, ça peut avoir des conséquences. Et donc là, effectivement, aujourd'hui, on a passé beaucoup de coups de fil au secrétariat des hôpitaux avec des grands pontes, des professeurs qui font du privé à l'hôpital et qui nous disent écoutez, nous, le docteur n'est absolument pas disponible pour vous recevoir. Par contre, si vous payez, c'est 150 € la consultation. Là, il a une place dans 1 semaine, 2 semaines. Incroyable. Ça, c'est choquant, si vous voulez. Nous, ça nous a vraiment beaucoup choqués. Oui, c'est inadmissible. Dans l'émission de Capital, il y a 2 autres sujets, évidemment, consacrés à la santé, médicaments, consultations, hôpitaux, enquête sur un incroyable gaspillage. Ça raconte quoi ? De quel gaspillage s'agit-il? Alors aujourd'hui, vous avez un sujet de Sandrine Andréhy qui est effectivement sur le grand gaspillage de l'argent de la santé. Aujourd'hui, il y a près de 250 milliards d'euros qui sont investis dans le budget de la santé, et on s'est posé la question, en tout cas Sandrine Andréhy s'est posé la question sur est-ce que cet argent est bien utilisé? En l'occurrence, non. Elle s'est rendue compte qu'il y avait effectivement beaucoup de gaspillage, notamment avec les médicaments. On est l'un des pays qui gaspille le plus. Je crois que chaque Français, c'est à peu près une dizaine de boîtes de médicaments qu'on jette. Donc il y a les prescripteurs, donc que ce soit les médecins ou les pharmacies. On utilise une tablette pour se soigner, et puis une fois qu'on est soigné, il reste 2 autres tablettes dans la boîte. Donc la question, c'est est-ce qu'on ne prescrit pas trop de médicaments, donc les médecins? Est-ce que les pharmacies n'en délivrent pas trop? Bien sûr. Parce que parfois, quand vous allez à la pharmacie, on va vous délivrer les 5 boîtes d'un coup, alors
en l'occurrence, vous pouvez en avoir une seule, ça vous suffit. Et ensuite, évidemment, derrière, il y a des pressions, des laboratoires pharmaceutiques. Et donc ça, elle le montre très bien dans son enquête. Les laboratoires ne veulent pas céder sur le fait de mettre qu'une ou deux tablettes. Aux États-Unis, il y a ça. Quand vous allez à la pharmacie, on vous donne le nombre exact de comprimés dont vous avez besoin. En fait, il y a des régulations. Il y a aussi notamment des mesures qui ont été prises. Et donc, c'est tout le rôle des journalistes. Et c'est ce qu'a très bien fait Sandrine Andréhy. Il y a des caméras cachées où elle montre effectivement certaines règles qui sont un petit peu contournées, et que ce soit en pharmacie ou ailleurs. Et vous pourrez découvrir ça dimanche. Et puis, vous parlez également des parapharmacies à prix discount. Elles veulent soigner votre portefeuille. C'est-à-dire que l'image de la parapharmacie, c'est le prix discount. Cool. Sauf que ce n'est pas le cas partout et tout le temps. Exactement. Donc ça, c'est une enquête de Grégoire Huyette qui passera aussi dimanche. Et donc là, il a effectivement eu beaucoup d'accès en caméra ouverte sur ces avec ces pharmacies. Sur ces pharmacies. Voilà, il est dans le décryptage économique et il va expliquer comment tout ça fonctionne, quels sont leurs fournisseurs. Et pourquoi les prix ne sont pas si discount que ça. Il faut vérifier et comparer, parce que les prix d'une pharmacie à l'autre peuvent varier énormément. Et puis on pourra également... la question que je me pose, c'est est-ce qu'on arrivera au système américain ou anglais? À Londres, vous pouvez acheter vos médicaments enfin pas des médicaments sur ordonnance, mais hors ordonnance. C'est comme dans un supermarché. Vous pensez qu'on va arriver à ce système-là? C'est un peu compliqué comme question, c'est-à-dire que moi j'ai pas la réponse. Je pense que très peu long et on espère que non. Concrètement, on espère que ce sera pas ça. Il y a pas de prise de conscience au niveau de. Là, je reviens à votre sujet sur cette vitesse, sur cette médecine à 2 vitesses. Il y a de la part du ministère de la Santé, de la part des autorités. Enfin, c'est quand même une anomalie absolue de dire qu'on peut pas aujourd'hui, si on reprend le cas des dermatos, faire dépister ou aller pour une lésion, et qu'en revanche, on peut se faire du botox ou autre Je pense que c'est une question qui a besoin effectivement aujourd'hui d'être posée aux autorités. On voit que c'est un sujet qui reste quand même très sensible, c'est très tabou ce sujet-là. Il y a très peu quand même osent s'exprimer sur ces questions. Et vous avez effectivement les syndicats qui vont toujours nous dire que ça reste une minorité. Sauf qu'en l'occurrence, là, ce qu'on a vu, c'est que c'était pas une minorité et que les écarts de délai sont quand même 1 an pour un rendez-vous médical d'attente contre 10 jours pour du Botox, dans les cas les plus extrêmes. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus pour savoir qu'il y a un vrai problème. Et puis il y a de plus en plus de médecins qui n'acceptent pas de nouveaux patients. C'est le cas de mon médecin traitant qui ne veut pas de nouveaux patients. Et ça aussi, c'est un vrai problème. C'est la pénurie de médecins qui fait ça. C'est qu'ils sont arrivés à leur quota de patients possibles. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver des médecins traitants. Oui, ça c'est un problème de désert médical. Je crois que c'est 87% du territoire qui est considéré comme un désert médical. Donc 87%, c'est énorme. Et en fait, on se rend compte que, au-delà de toutes ces choses-là, tout ce qu'on a vu dans l'enquête, il y a aussi un vrai problème de pénurie de médecins et de dermatologues qui, effectivement, aujourd'hui, sont 20% moins nombreux qu'il y a encore 10-15 ans. Et donc, ça pose question sur les formations. Une auditrice me dit, pour être prise en charge sérieusement, maintenant, il faut payer. Je suis soignée pour 2 cancers dans le privé. Ce sont des visites à 150 €. Ma mutuelle me coûte 157 € par mois. Donc oui, il y a une médecine à 2 vitesses en France et les pauvres se font bien avoir. Et effectivement, c'est assez scandaleux. Sur le fond, la santé ne devrait pas être... Alors après, on rappelle qu'en France, on peut être soigné gratuitement aussi. Bien sûr. Que c'est pas le cas dans de très nombreux pays. Donc on vous conseille vraiment ce numéro de Capital dimanche, le coût de la santé en France. 3 enquêtes, ils vous soignent, mais à quel prix? À propos des médecins, médicaments, consultations, hôpitaux, incroyable gaspillage, et puis pharmacie à prix discount. Attention à votre portefeuille. Merci d'avoir été avec nous, Jessica Berthaud. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec la gagnante j'ai eu la chance de la rencontrer, Star Academy. Valérie. Absolument, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. La grande gagnante de la Star Academy est Marine. C'est incroyable ce moment. Ouais, c'est hyper bizarre de le réentendre en plus à chaque fois. J'ai l'impression de... C'est un peu comme Miss France, quand ils disent Miss France 2025 et il restera. C'est incroyable, en vrai, je suis trop contente, c'est fou. La caméra n'a pas tourné autour de vous. Non. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez que vous allez gagner ou vous pensez qu'Ebony va gagner? Parce que vous êtes parlé avec Ebony avant. Ouais.
Honnêtement, que je chacun sais pas. pensait? Je sais pas du tout. C'est vrai que moi, depuis le début de l'aventure, j'ai cette impression que Ebony est quand même une star, une gagnante, même si je pense qu'on a tous nos chances. Après, je pense pas avoir démérité parce que j'ai travaillé, j'ai progressé, donc je suis très contente et je pense que je mérite. Mais c'est vrai qu'à ce moment précis, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est serré, que c'est 50-50. J'espère que c'est moi, mais je sais pas. Alors, on vous a vu dans The Voice. Hein, Ouais. Ça veut dire que depuis que vous êtes enfant, vous voulez être chanteuse? Ouais, même avant The Voice. En fait, j'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans. Et après, le chant, c'est venu assez naturellement. Il y a eu The Voice Kids, forcément, la déception quand même que personne se soit retourné. Ça m'a pas traumatisée non plus, mais c'est vrai que j'étais beaucoup moins dans la musique. Après, j'ai fait moins de piano, j'ai moins chanté. Ça m'a un peu cassé mon rêve. Et puis finalement, je crois qu'en fait, c'est ma chance que personne se soit retourné. C'est être chanteuse pour être chanteuse ou vous avez envie d'être une star? Ah non, c'est juste pour faire de la musique, enfin être une star, qu'est-ce que c'est? De toute façon, aujourd'hui, n'importe qui peut être une star, je pense, mais... Oui, non? C'est surtout Regardez pour faire Pierre Garnier, est-ce que pour vous, il est devenu une des stars en France ou pas? Ouais, quand même, ouais. Bon, alors, pourquoi vous n'auriez pas le même destin que Pierre Garnier? Oh, mais si c'est le cas, tant mieux, mais je fais pas ça pour la célébrité, moi je veux juste faire de la musique et partager avec les gens. Est-ce que votre père, il aurait préféré avoir une fille dentiste ou une fille artiste? Je pense qu'il aurait préféré avoir une fille artiste. Après, je pense que mes parents, ils veulent juste que je sois heureuse, peu importe ce que je fais. Mais ils savent que mon rêve, c'est de la musique. Donc, ouais, mais votre père a été énormément proche de vous et vous a accompagné sur tout le projet musical. Ouais. Donc, j'imagine que il réalise à travers vous une partie de son rêve, quand même, non? Ouais, c'est pas son rêve à lui, mais comme il sait que c'est important pour moi et il est toujours là pour moi, ouais, je pense qu'il doit être très content. Quelle est la chanson préférée de votre père que vous pourriez chanter? Waouh, je sais pas, je sais qu'il adore Diego, Libre dans sa tête de Johnny. Il aimait bien aussi... Ouais, c'est dur en fait. C'est dur de trouver la chanson qui le touche? Mon père, il aime globalement la musique, je sais qu'il adore ça depuis toujours, il est mélomane, comme il aime dire, donc il aime beaucoup de musique. Et alors, quand vous avez retrouvé votre parent, on a cette vidéo qui a été publiée par TF1 où vous retrouvez vos parents. Qu'est-ce que vous dites et ça vous fait quoi de les voir? Je suis contente de les revoir après tout ce temps, même si c'est vrai qu'on a pu se voir un petit peu au château, à Noël par exemple, quand ils sont venus, quand je suis rentrée dans ma région. Et forcément, ils me félicitent, ils me disent bravo, que c'est mérité. Après, ils doivent rentrer, on va se revoir bientôt quand je vais rentrer, mais... C'était assez rapide, mais voilà, quelques mots. Est-ce que vous imaginez, Marine, que vous changez leur vie aussi à eux? Oui. C'est-à-dire à leur travail, leurs copains? Oui, bien sûr, ils ont dû s'adapter à moi pendant 3 mois, vivre à mon rythme. Eux, ils ont sûrement vécu ça aussi, pas forcément facilement. Ils ont dû aussi se retrouver dans des situations compliquées, même s'inquiéter pour moi, etc. Je sais que ça n'a pas été facile tous les jours, mais je pense que maintenant, ils peuvent que être fiers, vu qu'on a réussi, quoi. Alors, vous avez tout fait pour être dans le château. Une fois qu'on est dedans... Quelle est la première chose qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a étonné en disant « Ah, je ne voyais pas ça comme ça » ? Oh bon, déjà quand on le voit en vrai, quand on arrive devant, qu'on est dehors, qu'on se tient la main et qu'on le regarde, c'est impressionnant. On se dit « Waouh, ok, ça existe en vrai ». Après, non, je crois qu'il n'y a rien qui m'a choqué. Peut-être que ça m'a paru plus grand que ce que je pensais, avec énormément d'écho, énormément de lumière. Mais le fait d'avoir de la lumière tout le temps, mais il n'y a rien qui vous a surpris dans la façon de faire ou dans... Non. Non, je crois pas, c'était comme j'imaginais. En fait, je m'attendais pas non plus à... Je me laissais porter, je m'attendais pas à voir forcément des choses en particulier, surtout que j'avais pas suivi vraiment énormément les 2 nouvelles saisons. J'étais restée sur les anciennes, donc j'avais que des vagues souvenirs du château. Et en fait, c'était trop bien. Et on a conscience qu'on est filmé tout le temps ou pas? Non. En fait, au début, j'avoue qu'on les voit un petit peu, les caméras. Elles sont fixées au mur, même si elles sont discrètes. Et après en fait, on oublie à tel point que des fois, je marchais, je m'en rendais pas compte, et puis je relève la tête et je vois qu'il y a une caméra. Je fais mince, purée, j'ai regardé la caméra, mais c'est parce qu'en fait, on oublie tellement, on est tellement naturel, on vit comme si on était chez nous, qu'on se rappelle parfois qu'il y a des caméras en fait et qu'on est filmé, mais franchement, ça change pas grand-chose. Comment vous avez vécu cette finale? Très bien. Au début, j'étais un peu stressée, j'étais un peu concentrée. J'avais surtout envie de faire un bon prime, honnêtement, de partager ça avec Ebony, d'assurer nos prestations. Et forcément, l'aboutissement est top, donc trop contente. On vous écoute en duo avec Ebony.
extrait du Prince de l'Égypte. Est-ce que vous auriez imaginé chanter autant de chansons? Vous imaginez toutes les chansons que vous avez chantées en prime, tous les duos que vous avez faits? C'est un truc de fou. Et le pire, c'est que je sais pas si j'y voyais un petit peu des signes du destin, etc. Mais il y a beaucoup de chansons que j'avais déjà chantées avant. En fait, tout au long de l'aventure, à chaque fois qu'on me faisait chanter une chanson sur un prime ou même dans les choix des évals et tout, il y avait à chaque fois au moins une chanson que moi j'avais aimée, qui avait été importante pour moi, que j'avais déjà chantée dans ma vie avant. When You Believe, par exemple, je l'avais déjà partagée avec une fille il y a très longtemps. Et là, de la refaire avec Ebony, c'était incroyable. Never Enough, je l'avais fait au casting. Accord perdu, pareil. À chaque fois, j'étais hyper contente. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de chanter plein de chansons. Quel est l'artiste que vous avez préféré en duo? Waouh, c'est dur. J'avais eu un coup de cœur pour Charlotte Cardin. Après, là, j'ai beaucoup aimé Matt Pokora sur la finale aussi. Ah, il a été proche de vous, hein, et ouais, il vous a soutenu. Il est incroyable, vraiment. Et on a senti qu'il vous soutenait, qu'il était avec vous. Il était trop gentil, il m'a dit plein de mots gentils, et puis je crois que surtout qu'il a adoré la version qu'on a fait de sa chanson, plus orchestrale, en duo et tout. Ce serait cool de pouvoir la refaire. Dans 2 ans, vous imaginez quoi après la tournée? J'aimerais bien déjà l'album, forcément. Bon, je pense qu'il sera déjà sorti quand même. Je vais pas attendre 2 ans pour le terminer. Mais vous voulez sortir un album maintenant? Vous savez déjà ce que vous voulez comme chanson? À peu près, c'est pas encore clair à 100%, mais j'ai quand même quelques pistes, quelques idées. Moi aussi, de mon côté, j'ai des chansons qui sont déjà écrites. À travailler sûrement, parce que ça date avant le château, c'était chez moi encore dans ma chambre. Et puis, c'est ce que j'ai remporté. Donc, forcément, il va arriver quand, je sais pas. Oui, mais parce que vous avez remporté 100 000 €. Ouais. Donc, vous avez eu une avance de 100 000 € de la maison de disques Sony. Oui. Et donc, maintenant, il faut rembourser. Oui, donc c'est pour ça que l'album, je me précipite pas non plus pour le faire, parce que j'ai envie qu'il me ressemble et qu'il soit parfait pour mon premier album. Après, quoi d'autre dans 2 ans? Des concerts, forcément, au-delà de la tournée avec la Starac, j'aimerais bien en faire une perso aussi, ce serait trop bien. Oui, pour préciser, quand je dis rembourser, en fait, on vous donne 100 000 € et puis Sony espère faire 100 000 € de vente de votre disque. Et puis à partir de 100 000 €, vous touchez ce qu'il y a au-dessus de 100 000 €, mais ils vont jamais vous reprendre l'argent. Non, j'en fais ce que je veux. Voilà, exactement, vous en faites ce que vous voulez. Comme j'ai dit rembourser, je préfère préciser, vous n'avez rien à rembourser, mais c'est le deal. Ouais, en fait, c'est une avance sur les écoutes. Sur les ventes, sur les écoutes et sur les ventes. Mais là, ça marche bien, votre single. Hein. Ouais, ça marche pas trop mal. J'ai pas eu le temps d'aller revérifier là ce qui se passait un petit peu. J'ai entendu qu'il était dans le top. Je sais pas, en fait, je sais pas le moment. C'est un carton, on écoute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si fou. C'est faux. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Allez-y, on vous écoute. Il faut que je continue. Ouais. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma faute. Bravo. Non, bravo. Est-ce que vous avez vu que vous avez toute une région derrière vous, y compris le conseil régional avec tout le monde qui vous soutiennent dans le Nord? J'ai pas vu. Bien sûr, j'ai vu le soutien de ma région pendant l'aventure, mais je crois que je mesure pas l'ampleur que ça a pris encore. Je suis pas encore rentrée, j'ai pas eu le temps de voir toutes les vidéos, mais j'ai vu sur les primes pour les QG, etc. Même quand je suis rentrée, qu'il y avait du soutien. Qu'est-ce qui vous plaît dans le Nord? Pas la météo, mais presque tout le reste. En vrai, les gens sont hyper gentils, chaleureux, simples. Et ça reste ma région, c'est là où je suis née, donc ça reste ma source, mes racines forcément. Après, je suis pas non plus bloquée sur la région. C'est vrai que je la remercie beaucoup parce que c'est ma région, c'est mes racines, mais je remercie aussi toute la France. Et je pense honnêtement, si je dois dire la vérité, que je finirai pas ma vie dans le Nord, mais c'est toujours bien d'y retourner quand même. Vous mangez de la fricadelle? J'adore. C'est vrai? Vous savez que j'en ai jamais mangé. C'est vrai? Non. C'est trop bon. C'est quoi la fricadelle? Tout le monde sait ce qu'il y a dedans, mais personne le dit. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas. C'est un secret du Nord. Ouais. J'ai jamais mangé de fricadelle. Faudrait qu'un jour. C'est excellent. C'est excellent. Vrai? Ouais. Et alors, sinon, la suite de l'aventure, la tournée, c'est quelque chose qui vous fait envie? Ouais, j'ai trop hâte, parce qu'en fait, c'est ça vraiment, au-delà du château. Moi, en fait, je me suis rendu compte que les moments où je me sentais le mieux et je me posais aucune question, c'est quand j'étais sur scène.
lors des primes, même s'il y avait un enjeu. Là, la tournée, ça va être encore mieux parce que déjà, il n'y a plus d'enjeu. C'est des rencontres avec le public, c'est de la musique, c'est des concerts. Donc, c'est fou et j'ai trop hâte de partager ça avec tout le monde. Il n'y aura pas de mariage avec Ulysse? Ah non, alors non, pas du tout. Il n'y aura pas de mariage. Vous avez suivi que les gens pensaient que vous étiez très, très amoureuse d'Ulysse? Ah ouais, non, pas du tout. C'est vraiment... C'est incroyable lorsqu'on voit l'extérieur et ce qu'on peut imaginer les gens à l'intérieur. Je peux comprendre parce que du coup, j'ai revu des vidéos et tout. Je me dis, ouais, c'est vrai que de l'extérieur, on aurait pu croire qu'on était proches et tout. Mais on était proches, mais c'était vraiment amical et plus dans une relation frère et sœur. Vraiment, des fois, je vois des photos, je me dis, mais on dirait des jumeaux. En plus, on se ressemble un peu physiquement, j'ai l'impression. Non, c'était plus de la taquinerie et tout. Et on s'appréciait beaucoup, on se soutenait beaucoup. C'est toujours le cas d'ailleurs. Mais non, mais c'est parce qu'il y a eu cette chanson, puis on vous a vu que vous étiez touchés, qu'il ne se donne pas plus dans la chanson. Donc, c'est un peu partie de ça, en fait. Ouais, c'est même pas que lui, c'est même moi. En fait, tous les deux, on n'a pas réussi à interpréter parce que justement, on était gênés d'interpréter de l'amour alors qu'on était amis. C'était compliqué. Lui, ça le mettait mal à l'aise, moi aussi. Mais non, il y a rien. Alors vous avez vu, on est à la fin de l'interview, je vous ai parlé ni de la SNCF, je ne vais pas faire le bruit de la SNCF, et ni de votre métier de dentiste. Est-ce que c'est compliqué d'enchaîner les interviews avec les mêmes questions et autres, parce que vous découvrez ça aussi? Non, ça va, c'est des questions normales auxquelles il faut répondre. Je pense, après, moi j'essaye aussi de varier parce que j'ai peur de répondre toujours la même chose. Pour vous, c'est moins intéressant, mais ça ne vous gêne pas? Non, ça me gêne pas. Bon, alors faites-moi le train. En vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui me l'ont demandé en plus, finalement, donc ça va. Ok. Ça met une pression, hein. Je me concentre à chaque fois pour le faire parce que j'ai peur de rater. Ok. Il était pas ouf celui-là. Merci d'être venue, Marine. Je vous souhaite une grande carrière et que vous ayez le succès et que vos rêves se réalisent. Ah ouais, c'est déjà le cas pour l'instant.